bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Sémaé avec un sujet ô combien important, la place des femmes dans l'agriculture, dans les exploitations. Pour en parler, 3 invités EES bien évidemment. Laurence Cormier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente d'une association qui s'appelle Les ailes de la terre. Alors les ailes, c'est E2LES. Ok, pour bien signifier qu'on parle des femmes et pas des anges. Exactement, féminin. D'accord. À vos côtés, Anne Tissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au département céréales et protéagineux chez Florimond-des-Prés. Qui est Une entreprise semencière des Hauts-de-France. D'accord. Et on va voir votre parcours. On a même fait un petit reportage interview chez vous pour nous raconter votre évolution, votre métier. Et en face, Anne-Cécile Suzanne, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes relativement connue, hein, vous êtes éleveuse dans l'Orne, mais pas que, parce que vous êtes clairement une agricultrice engagée. Vous publiez régulièrement des tribunes, Le Monde, Le Figaro, les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de choses, la télé. Pourquoi, comme ça en 2 mots alors, éleveuse, ça, on va dire qu'on l'a compris, vous aimez, je pense, c'est clair. Mais pourquoi être aussi communicante que ça, finalement ? Alors, c'est vrai que je suis éleveuse, je produis des céréales et des fruits. Et cet ancrage dans la terre et en même temps un parcours à Sciences Po, quand je débutais ma carrière d'agricultrice, j'ai aussi été étudiante à Sciences Po, m'a permis de découvrir à quel point il y avait des incompréhensions entre la sphère publique, la sphère politique, la sphère civile, citoyenne et les agriculteurs. Et je me suis dit, mais bon sang, il y a quelque chose à faire pour essayer de remettre un petit peu tout le monde ensemble et dialoguer, pour trouver des solutions pour construire l'agriculture de demain. Et je me suis dit, il faut le faire. Donc, faisons-le. Et donc, j'essaye de prendre l'initiative sur le sujet avec plein d'autres agriculteurs et agricultrices. Et agricultrices. C'est important, comme ça, de bien sûr, de donner... Je pose la question, j'ouvre la question. C'est important aussi que, longtemps, les femmes, évidemment, étaient présentes dans l'agriculture, hein, mais c'était souvent l'épouse de l'agriculteur qui faisait bouillir le marmite, travailler, etc., qui n'était pas reconnue, qui n'avait pas de feuille de paye, pas de retraite, avec toutes les problématiques évidemment que ça engendre. Les choses changent, évoluent. J'ouvre la question, je la lance à qui veut répondre. Les choses changent, ça c'est sûr, parce que je dirais que ne serait-ce que par rapport à nos jeunes pousses. Mais ça n'empêche qu'il reste encore toujours des... Alors moi je les appelle les invisibles. Ce sont des femmes qui travaillent sur l'exploitation, mais qui n'ont aucune reconnue... Aucun statut. Aucun statut, ça exactement. Existe encore aujourd'hui, c'est ça ? Ça existe encore, oui, tout à fait. C'est souvent pour une raison économique, parce que déclarer quelqu'un, ça veut dire un minimum de salaire, un minimum de charges, etc. Et on le sait, une exploitation agricole, c'est souvent très fragile. C'est exactement pour ça. C'est par rapport aux problèmes financiers qui fait que les femmes restent invisibles sur l'exploitation. Est-ce que c'est en train d'évoluer ? On aurait aimé avoir des politiques sur ce plateau, on n'a pas eu. Il y a des rapports parlementaires quand même pour essayer de montrer qu'il est nécessaire de faire évoluer les choses, de donner un statut aux épouses ou aux conjointes d'agriculteurs. Je ne parle pas évidemment des femmes qui sont elles-mêmes en place et qui ont leur exploitation comme vous, Anne-Cécile. Anne Tissot, peut-être un petit mot là-dessus ? Ça bouge, mais il faut encore un peu de temps. Mais les femmes sont en train de prendre leur revanche en s'installant elles-mêmes, en fait, souvent. Ça bouge en tout cas. Oui, il y a quelque temps, une femme n'avait pas le droit de s'installer en GAEC avec son mari en tant qu'agricultrice. Ça, c'est pas vieux, hein. Ça fait quelques années seulement qu'elles sont autorisées à le faire. Sur un plan réglementaire, c'était interdit. Exactement. Donc, on voit que les choses bougent parce qu'aujourd'hui, elles le peuvent. Après, il y a encore effectivement beaucoup à faire. Mais il y a beaucoup à faire des deux côtés. Parce que si je prends mon exemple personnel, ça me marque de plus en plus au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, mais je commence à envisager notamment la vie de famille. Je suis toute seule à la tête de mon exploitation. J'ai un salarié, mais je suis chef d'exploitation. Donc le soir, la nuit, je suis toute seule. Mon compagnon ne travaille pas sur l'exploitation et n'est pas capable de véler une vache ou de conduire un tracteur. C'est pas ce que je lui demande en soi. Et je me demande vraiment comment je ferai, alors que les services de remplacement sont vraiment submergés, lorsque j'atteindrai un enfant et qu'il faudra véler une vache à 4 heures du matin. Parce que finalement, c'est loin d'être une situation vraiment envisagée. Les femmes seules à la tête de leur exploitation, et pourtant, c'est de plus en plus courant. Et il va falloir faire évoluer un certain nombre de choses. La protection sociale, les aides qui existent, qui sont mises en place, beaucoup de choses finalement pour envisager ce cas concret d'une femme seule à la tête de son exploitation et envisageant une vie de famille.
Anne Tissot, je ne vais pas vous donner la parole tout de suite ici sur le plateau pour vous dire ce que vous avez fait, ce que vous faites. On va regarder en images. On est allé tourner un certain nombre de reportages en France pour montrer pour le profil, l'action, le métier d'un certain nombre d'acteurs du monde de la filière semences et plants. On est allé vous retrouver, c'était du côté de Lille, hein? À Capelle-en-Pévèle. Voilà, Capelle-en-Pévèle. On va vous écouter, vous nous raconter un peu votre itinéraire de vie qui est assez intéressant. Regardez, on se retrouve juste après. Je suis directrice de la recherche et du département céréales et protéagineux chez Florimond-Després. Alors ce poste, non, ça va faire seulement 1 an. Par contre, ça fait 20 ans que je travaille au sein de l'entreprise Florimond-Després. On crée des nouvelles variétés pour les agriculteurs. C'est vraiment ça. Donc qui répond aux attentes. On ne vend pas directement aux agriculteurs, moins pour la partie céréales. Mais vraiment, notre objectif, c'est vraiment de créer des nouvelles variétés qui répondent aux attentes d'aujourd'hui. Donc, il faut beaucoup de temps. C'est un métier où il faut 10 ans pour créer une variété. Donc, voilà. C'est un métier où on fait carrière en général parce qu'il faut rester longtemps pour voir le résultat de son travail. J'ai démarré en 2000 en tant que technicienne, après mon BTS. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au bout de 4-5 ans en devenant directrice d'un département. Et puis, ensuite, on m'a donné un nouveau poste pour en reprendre des études en alternance. Donc j'ai passé mon diplôme d'ingénieur et on m'a proposé le poste de direction il y a 2 ans. Donc j'ai été adjointe pendant 1 an et pour prendre le poste l'année dernière. Alors j'ai fait un BTS semences et plants à l'école de Genêt qui est à côté d'ici. Pourquoi j'ai fait ce BTS? C'était vraiment bien avant, en fin de compte, pendant mon cursus lycéen où j'ai rencontré un semencier et qui m'a donné vraiment l'amour de ce métier. Je me suis dit je veux travailler dans les semences. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce BTS, vraiment pour travailler dans les semences. Rapidement, j'ai eu la chance de trouver ce poste ici, qui m'a permis, en fin de compte, après d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est ce qu'on conseille en général, un BTS pour un poste de technicien. Une fille qui veut travailler dans les champs, parce que c'était pas la partie laboratoire qui m'intéressait, c'était vraiment être dans les champs sur le terrain. Donc là, c'était pas forcément évident, on comprenait pas trop. Souvent, l'option semences et plants, c'était la partie laboratoire. Et moi, c'était vraiment être sur le terrain et travailler en expérimentation. Donc c'est là où c'était un peu atypique, on dira, à l'époque, en tout cas, il y a 20 ans. Là où j'avais un peu d'inquiétude, c'était vraiment de me retrouver enfermée dans un laboratoire, où je savais que c'était pas du tout ce que je recherchais. Alors quand j'ai commencé, justement, non, il n'y avait pas beaucoup de femmes, ou si des femmes au labo. Vraiment les femmes qui sont capables de prendre un tracteur, de semer, c'était un peu un ovni, et une autonomie surtout. Donc ça, c'était assez nouveau. J'ai eu de la chance d'avoir un responsable que je remplace, donc Philippe Launay à l'époque. Pour lui, ne faisait aucune différence entre une femme ou un homme. Vraiment, c'était les compétences. Il recherchait des gens avec des compétences et une envie. Ce qui fait que, comme j'avais la confiance de mon responsable, je le sentais pas. Mon quotidien, c'était pas évident. Clairement, le plus dur a été après, plutôt dans l'évolution. Dans l'entreprise, après, on s'habitue, mais dans l'évolution, quand on participe à une réunion technique, où il y a que des hommes. Là, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des commissions qui existent de spécialistes dans le monde des semences, où je pense que j'étais la première femme. Je me souviens que des moments à la récolte où si c'était lourd, on disait non mais laisse, je vais le faire, alors que non. Enfin voilà, des petites choses comme ça, ou non, c'est pas ta place. Dans les réunions, je pense qu'il fallait prouver qu'on était là parce qu'on avait les compétences pour. On doit faire encore plus ses preuves, mais ce qui fait que je pense qu'on évolue aussi. On prend sur soi, on apprend. Clairement, c'est des métiers qui se sont féminisés. On a beaucoup plus de femmes qui postulent à des postes de techniciens, sélectionneurs, ingénieurs, enfin voilà, beaucoup plus de femmes. Pourquoi? J'en sais rien. Pas faire des études forcément poussées en fonction du métier qu'on souhaite faire. Parce que, par exemple, j'ai démarré comme technicienne, j'ai fait un BTS parce que je voulais être technicienne, et j'ai énormément appris en tant que technicienne, et vraiment je me suis épanouie. J'ai évolué par une opportunité de poste et donc il fallait reprendre des études, ainsi de suite. Quand je vois que j'ai des jeunes ingénieurs qui postulent à des postes de techniciens, je me dis que c'est dommage. Ils vont pas s'épanouir parce qu'ils ont fait des études pour autre chose. Il faut savoir, voilà, faire des stages, découvrir des métiers et se dire, bah, c'est ce métier-là qui me plaît, quelles sont les études qui correspondent au métier. Et pas faire des études pour faire des études. Parce que sinon on est frustré, on est malheureux parce que les études nous apportent des idéologies sur un métier qui ne sont pas celles qu'on va faire sur le terrain. Donc je pense que c'est faire le maximum de stages à différents niveaux pour essayer de voir vraiment quel est le métier qui nous plaît le plus. Voilà, c'était donc Anne Tissot. Anne, je trouve ce qu'il y a de bien, c'est qu'en 3-4 minutes, finalement, votre interview, elle peut être diffusée à toutes les jeunes filles, jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans des études, d'en savoir plus, parce que
vous résumez bien, finalement, pardonnez-moi, toutes les emmerdes et tous les a priori et toutes les caricatures de l'homme qui vous fait pas confiance ou qui vous fait confiance, là, pour le coup, parce que vous le dites quand même, heureusement. Mais vous montrez bien que malgré les obstacles, il y a des solutions. Et quand on a envie, on fait, on apprend, on trouve et on gagne, quoi. Vous avez 22 ans de maison maintenant. Vous avez fait plus que votre bout de chemin. Ouais. Mais bon, c'est le vouloir et puis une rencontre. Hein. Dans mon entreprise, j'ai rarement senti ces difficultés. Et c'était plus à travers des rencontres, des difficultés. Mais malgré tout, oui, l'envie d'y arriver a été la. Si on a envie déjà, c'est ouais. plus de 50%. Anne-Cécile, Suzanne, je vous ai vu acquiescer 2-3 fois et rire aussi avec, avec Anne. Voilà, c'est la réalité, mais on peut passer autre et on peut bousculer un peu tout ça aussi. Oui, en fait, il y a différentes sphères. Il y a la première qui est celle d'être agricultrice. Et aujourd'hui, je pense, moi, j'ai jamais ressenti de discrimination de la part des autres agriculteurs. Ça, c'est déjà bien. C'est ça. On range. Il y a exactement. Après, on range, j'espère. En tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti trop. Par contre, il y a la sphère décisionnelle. Il y a après le monde agricole un petit peu. Alors, c'est quoi? C'est les coopératives, c'est l'argent, c'est les banques, c'est, je sais pas. C'est tout ça. Alors, par exemple, je vais prendre une anecdote quand même. Quand je me suis installée, la ferme allait pas bien financièrement, et c'était un peu le choc d'ailleurs parce qu'en école de commerce, je faisais une école de commerce en parallèle. J'avais eu toujours des très bonnes relations avec les banques qui voulaient me recruter ou qui finançaient sans problème nos associations d'élèves. Et là, agricultrice, et je me suis retrouvée dans une situation extrêmement conflictuelle où les banques ne me faisaient pas confiance. Et en particulier, secteur je crois... en danger, une femme, une entreprise en difficulté. Oh là là, chère madame, écoutez, nous, on veut bien vous aider, mais quand vous aurez de l'argent. Exactement, et je dois aujourd'hui le fait que la ferme existe toujours à une banquière. C'était une femme qui a été la seule à l'époque à accepter de me prêter de l'argent. On la cite ? Pour que je continue. On la cite, cette personne ? C'est Aurélie Marie. Rendons hommage à Aurélie Marie, il n'y a pas de raison. Mais voilà, ça a été important. Et puis derrière, il y a aussi donc, les sphères décisionnelles, les coopératives encore très masculines, les entreprises agricoles de manière générale encore très masculines, les conseils d'administration masculins. Dans le public, il y a des femmes qui disent oui, vous voyez, derrière vous. Non mais, la preuve. Et aujourd'hui, pour exister en tant que femme dans ces milieux-là, c'est loin d'être évident. Non pas parce qu'il y a une discrimination frontale, mais parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes codes pour exister dans les négociations, dans le mode d'expression. Et ça crée des incompréhensions. Et c'est vraiment, il faut arriver à se comprendre. C'est terriblement caricatural ce que vous dites, c'est terrible. On manque de testostérone, peut-être c'est ça aussi pendant qu'on y est. Enfin, c'est terrible. Voilà. On n'a pas les mêmes modes d'expression. Ouais. Laurence Cormier. Bon, oui. Faut bousculer un peu tout ça. Alors votre association, elle essaye d'accompagner, pas les femmes évidemment, à se lancer, à démarrer, à donner de l'argent. C'est pas ça. Hein. Il y a un accompagnement psychologique aussi parce que c'est peut-être, c'est pas que ce soit plus humain, mais il y a d'autres problématiques que vous accompagnez vous. On accompagne d'autres problématiques. On accompagne les femmes mères de famille. On accompagne les femmes avec leur mari. On accompagne dans des situations de précarité, de RSA, de tentatives de suicide, sur beaucoup de choses. Et on se sert de notre vécu pour pouvoir aider ces femmes qui nous appellent. Ce sont des petites choses très, très importante, je pense. Ah oui, tout à fait, oui. Ne serait-ce que de... Alors, c'est pas le fait de se glorifier de ça, mais ne serait-ce que de pouvoir sauver une vie, pour nous, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui manque le plus ou qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Ce qui manque... Il manquerait beaucoup de choses. Après, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait, c'est de dire à ces femmes, vous avez la parole. Vous pouvez, n'attendez pas qu'on vous la donne, vous la prenez. Vous dites les choses qu'ils ne vont pas. Parce que c'est hyper important de pouvoir parler. Les femmes gardent peut-être plus beaucoup. Que les hommes. Et c'est ça ce qui se passe, c'est que quand dans une exploitation, quand vous avez des difficultés, que ça soit relationnelles ou même financières, généralement, les hommes vont se mettre la tête dans le guidon.
ils vont se mettre la tête dans le boulot. Et d'affronter c'est une façon, voilà, de ne pas affronter la réalité. La femme sera un petit peu plus en retrait, elle va essayer de garder pour elle et se dire bon, je vais y arriver. Il y a aussi le fait, c'est que la femme, alors c'est absolument pas méchant ce que je vais dire, mais fait le pivot entre l'exploitation, entre la vie privée, entre les enfants, entre le mari, entre les fournisseurs, les créanciers. Enfin voilà, c'est vraiment le pivot de l'exploitation. Et si c'est un peu le premier ministre de l'exploitation, voilà, pour parodier un ministre. Voilà, exactement. Si ce pivot a un caillou dans l'engrenage, forcément l'engrenage ne va pas bien fonctionner. Donc on est là pour, je dirais pas pour mettre de l'huile dans l'engrenage, mais pour pouvoir libérer la parole. Les ailes de la terre. Exactement. Anne Tissot, les jeunes femmes dans l'agriculture, dans la recherche, dans l'ingénierie, parce qu'il y a des tas de métiers, hein, évidemment, et on en parle beaucoup ici. L'univers des semences et des plants, c'est un univers en tant que tel. Il y a autant de métiers qu'il y en a énormément de métiers, dans l'industrie automobile ou l'espace. C'est assez formidable. Elles y viennent plus aujourd'hui qu'avant peut-être. Elles ont un peu moins les appréhensions, les freins idiots et qu'il faut balayer. Alors, je ne sais pas l'expliquer, mais en effet, il y a énormément de femmes. Alors, dans notre entreprise, en plus, beaucoup. Hein, il y a énormément de femmes. Et il y a plus de candidates en général. C'est bien. Quand on recrute, clairement, on est quasiment sûr d'avoir plus de femmes qui postulent. Les écoles sont plus féminines que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est assez agréable. Hein. Alors, peut-être les métiers scientifiques attirent les femmes. Mais il n'y en avait pas assez avant, tout simplement. Hein. On est d'accord. Il reste des métiers plus production, qui restent encore très masculins, mais je pense que c'est des choses qui peuvent changer. Anne-Cécile, Suzanne, ces femmes, ces jeunes femmes aussi, des étudiants, voire des scolaires, leur faire découvrir l'univers de l'agriculture, qui là aussi est un champ des possibles formidable. C'est à l'extérieur, on peut faire ça partout en France. Il faut arrêter de penser qu'on ne peut travailler que dans une ville et dans le tertiaire, on est bien d'accord. Hein. Il faut aussi donner envie à ces jeunes. À votre manière, vous essayez aussi de dire, regardez, moi j'ai 30 ans, en plus j'ai fait Sciences Po, donc aucun rapport avec l'agriculture. Voilà, c'est une façon finalement de se dire, on peut aller là. Ouais, de moins en moins, il y a un chemin pré-tracé dans une carrière professionnelle. De plus en plus, on peut avoir des détours, faire des découvertes. Et effectivement, on peut devenir agricultrice, agriculteur, après un parcours antérieur ailleurs. Et il ne faut pas se fixer de barrière, je pense, quelle qu'elle soit. Et j'ai un souvenir, moi, de même quand j'étais au lycée, je voulais être vétérinaire rural à l'époque. Et on m'avait dit, une vétérinaire, une femme, m'avait dit, Anne-Cécile, non, physiquement, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas faire naître des veaux, des poulains, c'est pas possible. C'est pas physiquement faisable pour une femme, c'est tout à fait faisable pour une femme. Il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, la personne qui vèle essentiellement les vaches sur l'exploitation, c'est moi. Donc, ne nous fixons pas de barrières et ne nous laissons pas non plus nous en imposer. Donner envie aux femmes, à toutes les femmes, les jeunes, celles qui sont dans un itinéraire professionnel qui n'a aucun rapport et qui veulent changer, c'est possible. Merci à toutes les trois. Laurence Cormier, coprésidente de l'association Les Ailes de la Terre. Vous êtes petit, mais on peut vous trouver, on peut vous contacter et vous allez vous développer, on l'espère, hein, on est d'accord. Ah oui. Je dirais qu'on est petit peut-être par le nombre d'adhérentes, mais par contre, on est très très large au niveau du spectre, au niveau national, parce qu'on touche jusqu'à la Guyane. Parfait. Anne Tissot, on compte sur vous. Le message, c'est quoi? Que toutes les jeunes envoient un CV chez vous, chez Fleury-Mont-des-Prés? Exactement, on recrute, tous les métiers des semences recrutent. Et rendez-vous l'année prochaine pour voir combien sont venus. J'aimerais bien vous retrouver. Anne-Cécile, Suzanne, longue vie à votre élevage, à vos cultures, et surtout à votre envie de transmettre. On sent que chez vous, ça compte tout autant. Je voulais juste un dernier petit mot. Au niveau, je voulais faire passer un message. Prenez des filles au niveau apprentissage ou au niveau stage. Parce qu'on a un BTS Axe où des agriculteurs ne veulent pas prendre de femmes, enfin de jeunes filles. Allez, on les prend en apprentissage, en stage. Vous verrez, vous serez étonnés. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci.